Le 20 mai 1940, dans l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, à 8 km au nord de Notre-Dame, des ouvriers chargent des caisses de documents sur des camions. Les Allemands ont percé le front à Sedan 6 jours plus tôt, et la route de Paris est ouverte. Henry Ainsworth, le directeur général, un Anglais installé en France depuis des années, quitte l'usine ce jour-là. Il ne sait pas encore qu'il réussira à fuir le pays. Jacques Jacobsen, le directeur commercial, parviendra lui aussi à s'échapper. La plupart des ouvriers, eux, n'iront nulle part. L'évacuation tourne au chaos. On descend d'abord vers Auxerre, puis vers Moulins, toujours plus au sud, avec l'espoir absurde de mettre les plans de chars hors de portée de la Wehrmacht. Mais le 22 juin, l'armistice rend cette fuite dérisoire. En quelques semaines, la majorité du personnel revient à Saint-Denis. L'usine qui fabriquait des chars pour l'armée française va désormais réparer des véhicules pour l'armée allemande. Pas par choix, par occupation. Ce qui rend cette scène remarquable, ce n'est pas qu'elle ait eu lieu. Des centaines d'usines françaises ont subi le même sort en juin 40. Ce qui la rend remarquable, c'est ce qui arrivera 15 ans plus tard, dans ces mêmes ateliers, avec ces mêmes machines-outils, pour le même client, mais cette fois, sur invitation. L'histoire de Hotchkiss commence pourtant à des milliers de kilomètres de Saint-Denis, et n'a rien de français. Benjamin Berkeley Hotchkiss est né dans le Connecticut. Ingénieur en armement chez Colt pendant la guerre de Sécession, il fabrique des munitions pour l'Union. Quand le conflit s'achève en 1865, les commandes militaires s'évaporent. L'Amérique n'a plus besoin de lui. Hotchkiss fait ses valises et traverse l'Atlantique. En 1867, il installe un atelier à Viviers, près de Rodez, puis déménage en 1875 à Saint-Denis, aux portes de Paris. Un Américain, dans la banlieue parisienne, qui fabrique des canons. 3 ans plus tard, ses armes servent à la France dans la guerre franco-prussienne de 1870 contre la Prusse. Le pays dont les arrière-petits-enfants viendront, 86 ans plus tard, passer commande dans cette même usine. Au tournant du siècle, Hotchkiss produit la mitrailleuse qui portera son nom. Une arme si robuste qu'elle deviendra le standard de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Mais la société a un problème inattendu. Elle gagne trop d'argent. Selon le fils du président du conseil d'administration, Alfred Körner, les profits de l'armement sont si élevés qu'ils risquent d'attirer l'attention embarrassante du gouvernement. La solution est typiquement française dans son élégance. On se lance dans l'automobile de luxe. En 1903, la première voiture Hotchkiss sort de l'usine, ornée d'un blason à 2 canons croisés, le symbole d'un fabricant d'armes devenu constructeur de berlines. Pendant 3 décennies, la marque accumule les victoires au rallye de Monte-Carlo. 1932, 33, 34, 39, puis encore en 49 et 50. 6 victoires pour une entreprise dont le métier premier reste de fabriquer des instruments de mort. C'est dans cet étrange entre-deux que Hotchkiss aborde les années 30. D'un côté, des voitures de course qui gagnent sur la Riviera. De l'autre, le char léger modèle 1935H, dit H-35, commandé par l'armée. En septembre 1939, quand la France déclare la guerre, Hotchkiss a encarné une commande de 1900 chars H-35 et H-39. Le même toit abrite la chaîne qui assemble des moteurs de compétition et celle qui coule des tourelles de blindés. Quand les Allemands arrivent en mai 40, c'est cette double vie qui s'effondre d'un coup. Après la libération, les voitures de luxe ne se vendent plus. La France d'après-guerre n'a pas les moyens de s'offrir des berlines Hotchkiss. L'entreprise survit grâce aux contrats militaires et à la production sous licence de la Jeep Willys pour l'armée française. En 1954, Hotchkiss rachète Delahaye, un autre constructeur en difficulté, mais ferme aussitôt sa ligne automobile. 2 ans plus tard, la fusion avec Brandt, fabricant de munitions, redessine complètement l'entreprise. Hotchkiss Brandt n'est plus un constructeur de voitures qui fait des armes, c'est un industriel de défense. Point final. C'est dans cette configuration que survient la commande qui aurait semblé impensable 10 ans plus tôt. En août 1950, l'état-major français demande à Hotchkiss de développer 2 véhicules blindés légers sur chenilles, partageant le même châssis et le même moteur. Un ravitailleur, qui deviendra le CC2, et un transport de troupes pour un demi-groupe de combat, qui deviendra le TT6. En juin 1953,
les 2 premiers prototypes sont livrés et soumis à des tests poussés dans les Alpes et en Afrique du Nord. 3 autres suivent. En 1954, 50 véhicules de pré-série sont commandés et testés pendant l'hiver 55/56. La machine fonctionne. Mais la guerre d'Algérie, qui dévore les budgets et les priorités de l'armée française, empêche toute production à grande échelle pour la France. Hotchkiss se retrouve avec un blindé opérationnel, éprouvé, prêt à produire, et sans acheteur. C'est alors que se produit l'événement que personne, dans les ateliers de Saint-Denis, n'aurait pu imaginer 15 ans plus tôt. Les 7 et 8 novembre 1955, une délégation du ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne se présente à l'usine pour examiner le modèle. L'Allemagne, le pays qui a occupé cette usine, qui a forcé ses ouvriers à réparer ses propres véhicules militaires, qui a contraint le directeur général à fuir, vient maintenant demander à Hotchkiss de l'armer. Et Hotchkiss, qui n'a pas d'autres clients, va dire oui. Pour comprendre pourquoi des officiers allemands se retrouvent dans une usine française en novembre 1955, il faut remonter 6 mois en arrière. Le 5 mai de cette année-là, la République fédérale d'Allemagne rejoint officiellement l'OTAN. Ce jour-là, un pays qui n'avait pas le droit de posséder une armée en obtient une. Mais cette armée, le Bundeswehr, n'existe encore que sur le papier. Pas un char, pas un blindé, pas un canon qui soit allemand. Les casernes sont vides ou remplies de matériel américain d'occasion. Des M47 et M48 Patton, des machines déjà dépassées au moment même où elles sont livrées. L'Allemagne de l'Ouest est censée défendre le flanc central de l'Europe contre une invasion soviétique, et elle le fait avec les surplus de son protecteur. Le premier homme chargé de bâtir cette armée à partir de rien s'appelle Theodor Blank. Avant même la création officielle du Bundeswehr, il dirige depuis 1950 le Dienststelle Blank, un bureau discret, officiellement civil, dont la mission réelle est de préparer en secret le réarmement de l'Allemagne. Quand le Bundeswehr voit le jour, Blank en devient le premier ministre de la Défense. Mais il hérite d'un problème que personne ne sait résoudre. L'industrie allemande ne veut pas fabriquer d'armes. Ce n'est pas une question de capacité. Les usines Krupp, Rheinmetall, Krauss-Maffei existent toujours. C'est une question d'argent. Les restrictions d'après-guerre interdisent à l'Allemagne d'exporter du matériel militaire. Investir dans le développement d'un blindé pour le vendre à un seul client, le Bundeswehr, sans aucune perspective d'exportation, est un calcul que personne dans la Ruhr ne veut faire. La solution paraît logique, acheter chez les Alliés. L'argent allemand soutient leurs économies fragiles et l'Allemagne obtient du matériel éprouvé sans attendre des années de développement. Sur le papier, tout le monde y gagne. En 1956, Blank est remplacé par un homme d'une toute autre trempe, Franz Josef Strauß, 41 ans, bavarois, ambitieux, pressé. L'OTAN exige que l'Allemagne aligne 12 divisions opérationnelles avant 1960. Strauß a 4 ans pour équiper une armée entière. Il va acheter vite, beaucoup et cher. 2 contrats sont signés presque simultanément, et leur destin diverge raconte à lui seul l'absurdité de cette course contre la montre. Le premier concerne Hotchkiss. En mai 1956, un accord est passé pour la fabrication de 5 maquettes en bois aux spécifications allemandes, plus 2 prototypes en acier doux et une campagne d'essai. Les Allemands veulent voir, toucher, tester. Hotchkiss a déjà un véhicule fonctionnel, le TT6, mais le client exige des modifications. Le châssis est allongé pour accueillir un 5e galet de roulement par côté. La tourelle du Schützenpanzerlang est intégrée avec son canon de 20 mm Hispano-Suiza. Les ingénieurs adaptent, testent, livrent. Le 30 août 1956, le Bundeswehr passe commande de 1975 véhicules. Le second contrat est d'une nature radicalement différente. Hispano-Suiza, firme suisse basée à Genève, propose un véhicule de combat d'infanterie plus lourd, le HS-30, propulsé par un moteur Rolls-Royce. Le concept est séduisant, un engin bas, bien armé, capable d'accompagner les chars en première ligne. Le Bundeswehr avait d'abord envisagé le transport de troupes français AMX-13 VTP, dérivé du célèbre char léger, mais son coût unitaire était jugé trop élevé. Le M59 américain, lui, était trop haut et trop lourd pour la doctrine allemande.
Hispano-Suiza propose une machine 30% moins chère que l'AMX-13 VTP. Le choix semble rationnel. Mais il y a un détail qui distingue ce contrat de celui de Hotchkiss. Aucun prototype n'est construit avant la signature. Aucun essai n'est mené. Le véhicule passe directement du plan de l'ingénieur au bon de commande. Et ce bon de commande porte un chiffre vertigineux. Plus de 10 000 véhicules. Ensemble, les deux programmes représentent environ 12 000 blindés commandés par une armée qui n'a pas encore un an d'existence, qui ne possède pas une seule usine d'armement en activité et dont la plupart des officiers supérieurs ont appris leur métier dans une armée qui n'existe plus. Le Bundeswehr de 1956 commande en quelques mois plus de véhicules blindés que certains pays européens n'en possèdent au total. La pression de l'OTAN, l'ambition de Strauss et l'impossibilité de produire localement crée une dynamique où la prudence est un luxe que personne ne peut se permettre. Pourtant, une différence fondamentale sépare déjà les deux programmes. Hotchkiss a un véhicule qui roule. Les prototypes du TT6 ont parcouru des milliers de kilomètres dans les Alpes et en Afrique du Nord depuis 1953. Chaque défaut a été identifié, corrigé, retesté. Le blindé que l'Allemagne commande à la France est une machine éprouvée. Celui qu'elle commande à la Suisse est une promesse sur papier à en tête. Deux convois de pièces vont bientôt partir dans des directions opposées. L'un depuis Saint-Denis vers les casernes de Bavière, l'autre depuis la Suisse vers les ateliers de montage allemands. L'un livrera une machine qui fonctionnera sans histoire pendant un quart de siècle. L'autre provoquera le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Bundeswehr. Les premiers châssis du Schützenpanzer Kurz sortent des ateliers Hotchkiss-Brandt en France à partir de 1958. La chaîne est modeste mais régulière. Chaque coque est soudée en acier allié chrome-nickel-molybdène, 15 mm d'épaisseur maximum, incliné à 62 degrés sur la face avant. Ce n'est pas un char, c'est un éclaireur, conçu pour voir sans être vu. La tourelle accueille un canon automatique Hispano-Suiza de 20 mm, capable de percer un blindage léger à 1500 mètres. Le moteur, un 6 cylindres essence Hotchkiss de 164 chevaux, pousse les 8 tonnes de l'engin à 58 km/h sur route. L'autonomie atteint 390 km. Pour une machine des années 50, destinée à filer le long du rideau de fer et à revenir faire son rapport, c'est exactement ce qu'il faut. Ni plus, ni moins. À quelques centaines de kilomètres de là, dans les casernes du Bundeswehr, un véhicule 2 fois plus lourd commence à poser des problèmes que personne n'avait anticipés, parce que personne n'avait pris la peine de le tester avant de le commander. Le HS-30 pèse près de 16 tonnes. Son moteur Rolls-Royce B81, un 8 cylindres essence de 220 chevaux, devait lui donner un rapport poids-puissance honorable. En théorie. En pratique, le couple est insuffisant en tout terrain. La boîte de vitesse patine, le système de refroidissement surchauffe, la ventilation du compartiment de combat est si mauvaise que l'équipage suffoque lors des exercices prolongés. Mais le défaut le plus grave se cache dans le train de roulement. Les ressorts hélicoïdaux de la suspension avant, trop faibles pour le poids réel du véhicule, cassent net au passage des fossés. Un officier technique témoignera plus tard devant la commission d'enquête parlementaire que les conducteurs devaient rouler à 15 ou 20 km/h en tout terrain pour éviter la casse, dans un véhicule censé accompagner des chars Patton lancés à 40. Le contraste entre les deux machines est d'autant plus cruel qu'elles partagent la même tourelle. Le canon Hispano-Suiza de 20 mm qui équipe le Hotchkiss est identique à celui du HS-30. Les deux véhicules tirent les mêmes obus, visent avec le même périscope. La différence n'est pas dans l'armement, elle est dans tout le reste. Le Hotchkiss roule. Le HS-30 tombe en panne. Le Hotchkiss a été testé dans les Alpes et au Sahara avant d'être commandé. Le HS-30 a été commandé avant d'exister. Le premier est né de 3 ans d'essais méthodiques dans une usine française habituée à construire des moteurs de compétition. Le second est né d'une présentation commerciale convaincante dans un bureau de Genève. Dans les unités du Bundeswehr, les deux machines cohabitent. Le SPZ-11-2 Kurz, c'est sa désignation allemande, sert dans les pelotons de canons des bataillons de Panzergrenadiere et dans les unités de reconnaissance des divisions blindées. 5 hommes à bord, un pilote, un chef de bord, un tireur
et 2 éclaireurs qui sortent par les 2 portes arrière. L'espace intérieur est exigu, mais fonctionnel. La hauteur totale ne dépasse pas 2 mètres, ce qui rend le véhicule difficile à repérer dans un terrain vallonné. Les soldats qui le conduisent ne l'aiment pas passionnément. Il est bruyant, étroit, son moteur essence consomme trop. Mais ils lui reconnaissent une qualité essentielle. Il démarre le matin. Le HS-30, lui, équipe les bataillons de Panzergrenadier dans leur rôle principal, l'assaut mécanisé aux côtés des chars. C'est la mission la plus exigeante, celle qui demande un véhicule capable d'encaisser les tirs, de traverser les obstacles et de maintenir le rythme d'une offensive blindée. Or, le HS-30 ne peut rien de tout cela. Son blindage frontal résiste aux projectiles de 20 mm, c'est mieux que n'importe quel transport de troupes de l'époque, mais cette protection a un coût. 4 tonnes de plus que le Hotchkiss pour un moteur à peine plus puissant. Le véhicule est trop lourd pour sa mécanique, trop fragile pour sa mission et trop cher pour ses performances. Le Bundeswehr a payé 238 000 Deutschmark par exemplaire. Pour ce prix, il a reçu un blindé dont la direction tombe en panne, dont les freins lâchent à l'exercice et dont le compartiment de combat devient un four dès que la température extérieure dépasse 25 degrés. La production du Hotchkiss, elle, suit son cours sans drame. Environ 2000 coques sont assemblées chez Hotchkiss Brandt en France. Le reste, un peu moins de 400 véhicules, sort des chaînes de Klöckner Humboldt Deutz à Mayence, en Allemagne. Le transfert de technologie fonctionne, les Allemands apprennent à monter un blindé français dans leurs propres ateliers. Au total, 2374 exemplaires sont livrés entre 1958 et 1967, en comptant toutes les variantes, véhicules de reconnaissance, postes d'observation d'artillerie, ambulances blindées, véhicules de ravitaillement, porte-mortiers. La commande initiale est honorée. Pas de retard catastrophique, pas de surcoût incontrôlable, pas de défaut structurel majeur. Du côté du HS-30, l'hémorragie est déjà visible dans les chiffres. Sur les 10 680 véhicules initialement commandés, le ministère de la Défense finit par n'en réceptionner que 2176. Le programme est amputé de plus de 80%. Les défauts mécaniques sont si nombreux et si coûteux à corriger que chaque véhicule livré nécessite des modifications en usine avant d'être déclaré opérationnel. La facture totale atteint 517 millions de Deutschmark, pour 1/5 des véhicules prévus. Quelqu'un, quelque part, a gagné beaucoup d'argent sur un blindé qui ne roulait pas droit. C'est précisément cette question que 2 journaux vont commencer à poser. À la Frankfurter Rundschau d'abord, puis au Deutsches Panorama, un magazine d'investigation publié entre 1966 et 67, des journalistes épluchent les contrats, interrogent des témoins, comparent les prix. Ce qu'ils découvrent va transformer un fiasco industriel en crise politique. En 1967, le Bundestag constitue une commission d'enquête parlementaire sur le programme HS-30. C'est la première fois dans l'histoire de la jeune République fédérale qu'un programme d'armement fait l'objet d'une investigation de cette ampleur. Les auditions révèlent un mécanisme que même les journalistes qui ont lancé l'affaire n'avaient pas imaginé dans sa totalité. Des responsables directement impliqués dans la décision d'achat ont reçu des pots de vin pour un montant total de 2,3 millions de Deutschmark. Ce chiffre, déjà considérable, n'est que la partie émergée. Des témoins affirment devant la commission que le parti au pouvoir, la CDU, a reçu des donations électorales estimées à une 50aine de millions de Deutschmark en lien avec son soutien au programme. Un véhicule blindé qui ne roule pas droit a financé des campagnes électorales. Le nom qui revient dans les procès-verbaux est celui de Franz Josef Strauß, ministre de la Défense entre 1956 et 1962, précisément la période pendant laquelle les 2 contrats ont été signés. Strauß a quitté le ministère en 1962, non pas à cause du HS-30, mais en raison de l'affaire du Spiegel, un autre scandale lié à la presse. L'homme qui devait armer l'Allemagne en 4 ans est tombé pour avoir fait arrêter des journalistes. Et c'est d'autres journalistes qui, 5 ans plus tard, déterrent les comptes de son programme d'armement. La carrière de Strauß survivra aux 2 affaires. Il deviendra ministre-président de Bavière et candidat à la chancellerie. Mais le HS-30 restera attaché à son passage à la défense comme une tâche que personne ne prend la peine d'effacer. Ce qui frappe dans les conclusions de la commission,
C'est moins la corruption elle-même, l'industrie de l'armement n'a jamais été un modèle de vertu, que l'ampleur du décalage entre la commande et la livraison. Le Bundeswehr a commandé plus de 10 000 véhicules. Il en a reçu à peine plus de 2 000. Le gouvernement a payé 517 millions de Deutschmark pour des blindés dont les conducteurs n'osaient pas dépasser 20 km/h en terrain libre. Le coût unitaire de 238 000 marks par véhicule aurait pu financer quelque chose de bien plus utile. Mais personne, à l'époque de la signature, n'avait posé la question, parce que personne n'avait vu le véhicule rouler. Pendant que le scandale secoue Bonn et alimente les éditoriaux de la presse ouest-allemande, le Schützenpanzer Kurz Hotchkiss poursuit sa carrière dans une indifférence presque totale. Aucun article de la Frankfurter Rundschau ne mentionne de problème avec le contrat français. Aucun témoin devant la commission parlementaire ne cite Hotchkiss-Brandt comme source d'irrégularité. La machine française n'apparaît dans aucun procès-verbal, dans aucune manchette, dans aucun débat au Bundestag. Et pour cause, elle fonctionne. Les unités de reconnaissance qui l'utilisent le long de la frontière avec l'Allemagne de l'Est n'ont rien à signaler qui mérite une commission d'enquête. Le SPZ 11-2 patrouille, observe, revient à la caserne et repart le lendemain. C'est exactement ce que fait un bon véhicule militaire. Il disparaît dans la routine. L'ironie de cette situation ne se mesure pas seulement dans le contraste des deux machines, mais dans ce qu'elle révèle sur la psychologie d'un achat militaire. Le Bundeswehr avait le choix. D'un côté, un véhicule français, développé par une entreprise qui avait fabriqué des chars pendant la guerre et des voitures de course après. Une entreprise modeste, sans lobbyiste à Bonn, sans connexion politique dans les couloirs de la CDU. De l'autre, un véhicule suisse, proposé par une firme au nom prestigieux, capable de promettre un engin révolutionnaire à un prix inférieur à celui de la concurrence française. Le Bundeswehr a choisi les deux, mais il a misé gros sur le second. 10 000 contre 2 000. Le rapport des commandes dit tout sur la confiance que chacun inspirait. Et cette confiance s'est révélée inversement proportionnelle à la fiabilité. Mais le scandale du HS-30 produit un effet que personne n'avait prévu, et que personne à l'époque n'aurait qualifié de positif. Il brise définitivement l'idée qu'une armée moderne peut dépendre de fournisseurs étrangers. Les généraux du Bundeswehr, humiliés par des blindés qui cassent et par des révélations de corruption qui éclaboussent leur institution, tirent une conclusion radicale. L'Allemagne doit concevoir et produire ses propres véhicules de combat. Toute dépendance extérieure est un risque, technique, financier et politique. Cette conviction, née de la honte, va déclencher le programme de développement le plus ambitieux de l'industrie de défense ouest-allemande d'après-guerre. Dès le milieu des années 60, les bureaux d'études de Rheinmetall et de Krauss-Maffei se mettent au travail sur deux projets parallèles. Le premier est un véhicule de combat d'infanterie entièrement allemand, capable de remplacer le HS-30 sans en reproduire les défauts. Ce sera le Marder, qui entrera en service en 1971. Le second est un char de bataille qui doit remplacer les Patton américains et affirmer la souveraineté technologique de l'Allemagne. Ce sera le Léopard, dont la production démarre en 1965. En moins de 10 ans, le pays qui achetait ses blindés chez Hotchkiss et chez Hispano-Suiza fabrique les siens et commence à les vendre au monde entier. Le petit Hotchkiss, lui, continue de servir. Il ne sait pas encore qu'il est devenu obsolète. Mais l'industrie qui va le remplacer n'existerait peut-être pas sans le scandale de la machine qui devait le surpasser. En 1966, Thomson Houston absorbe Hotchkiss-Brandt. Le nom Hotchkiss, qui avait traversé 2 guerres mondiales, 6 victoires à Monte-Carlo et une occupation, disparaît des en-têtes commerciaux. L'usine de Saint-Denis, celle-là même où Benjamin Hotchkiss avait installé ses premiers tours en 1875, celle que les ouvriers avaient évacuée en mai 40, celle où une délégation allemande était venue passer commande en novembre 55, change de propriétaire sans cérémonie. Au début des années 70, le conglomérat prend le nom de Thomson-Brandt. En 1982, l'État français le nationalise pour former Thomson SA. La marque au canon croisé, fondée par un Américain pour armer la France contre la Prusse, finit dans les tiroirs d'une administration parisienne. Son héritage technologique et industriel suivra un chemin plus long.
Thomson SA deviendra Thomson CSF, qui deviendra Thales, aujourd'hui l'un des 10 premiers groupes de défense au monde. L'ADN de Hotchkiss coule dans les systèmes de combat d'avions de chasse et de sous-marins nucléaires, à des années-lumière d'un petit blindé de 8 tonnes patrouillant le long de l'Elbe. Le SPZ-11 de Kurz, lui, ne sait rien de ces mutations capitalistiques. Il continue de rouler. Dans les bataillons de Panzergrenadier, il sert jusqu'en 1974, date à laquelle le Marder, entièrement allemand, 3 fois plus lourd, doté d'un canon de 20 mm stabilisé et d'une rampe arrière pour le débarquement, le remplace définitivement. Dans les unités de reconnaissance, le Hotchkiss tient plus longtemps. Il reste en première ligne jusqu'en 1982, quand le Spa Panzer Lux, un monstre à 8 roues de 19 tonnes, prend sa place. Entre son entrée en service et son retrait, le petit blindé français aura passé presque un quart de siècle dans l'armée allemande, plus longtemps que bien des véhicules conçus spécifiquement pour elle. Son remplaçant dans le rôle de combat d'infanterie, le Marder, est le fils direct du traumatisme HS-30. Chaque choix de conception du Marder peut se lire comme une réponse à un défaut précis de son prédécesseur suisse. Suspension renforcée, là où le HS-30 cassait, moteur diesel, là où le Rolls-Royce essence surchauffait. Ventilation repensée, là où les équipages suffoquaient. Rampe arrière, là où les fantassins devaient escalader le toit pour sortir. Le Marder n'est pas seulement un véhicule neuf, c'est un acte de revanche industrielle. L'Allemagne prouve qu'elle sait faire ce que ni la France ni la Suisse n'avaient réussi à lui fournir sans défaut. Le Léopard suit la même logique. En 1965, les premières unités sortent des chaînes de Krauss-Maffei à Munich. Pour la première fois depuis 1945, un char de conception et de fabrication entièrement ouest-allemande entre en service. 6485 Léopard 1 seront construits au total, dont près de 5000 chars de bataille. La Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, le Canada, l'Australie, la Turquie et la Grèce en commandent. Le pays qui 10 ans plus tôt ne pouvait pas construire un blindé de 8 tonnes exporte désormais des chars de 40 tonnes sur 4 continents. Le rapport de force s'est inversé si vite que la trajectoire en paraît presque fictive. Mais l'histoire n'est pas une ligne droite, et le lien entre la France et l'Allemagne en matière d'armement blindé en se termine pas avec le dernier Hotchkiss retiré du service. Il se prolonge, se complique, se répète. En 1957, les deux pays avaient lancé le programme Europanzer, un char de bataille commun censé équiper toute l'Europe occidentale. Le projet avait échoué en 1963, faute d'accord sur le canon. Les Français voulaient leur propre pièce de 105 mm tirant un obus à charge creuse révolutionnaire. Les Allemands avaient déjà commandé 1500 canons britanniques L7. Du divorce étaient nés 2 rivaux, l'AMX-30 français et le Léopard 1 allemand. 2 chars conçus pour la même mission par 2 pays alliés qui n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur un seul calibre. En 1980, Paris et Bonn tentent à nouveau l'aventure. Un protocole est signé pour un char commun, baptisé Kampfpanzer III en Allemagne, Napoléon I en France. En 1982, le projet s'effondre pour les mêmes raisons que le précédent. Des exigences incompatibles, des industries qui ne veulent pas partager, des doctrines qui divergent dès qu'on entre dans les détails. La France développe le Leclerc, l'Allemagne perfectionne le Léopard 2. 2 chars, 2 usines, 2 factures. En 2015, les héritiers de ces usines rivales franchissent un pas qu'aucune génération précédente n'avait osé. Nexter, le fabricant français du Leclerc, et Krauss-Maffei-Wegmann, le fabricant allemand du Léopard 2, fusionnent pour former KNDS. Un seul groupe, 2 chars, 2 cultures d'ingénierie, 0 unification. Le programme MGCS, Main Ground Combat System, est lancé pour concevoir le char franco-allemand du futur. 60 ans après l'Europanzer, 70 ans après la délégation de Bonn dans les ateliers de Hotchkiss, la question reste exactement la même. Est-ce que 2 pays qui ont appris à se battre l'un contre l'autre peuvent apprendre à construire ensemble? Le MGCCS accumule les retards. Pas un boulon n'a été fabriqué. Les désaccords sur la répartition industrielle, le choix du canon, l'architecture du système de combat reproduisent point par point les impasses de 1963
et de 1982. La seule machine franco-allemande qui ait jamais fonctionné sans scandale et sans divorce est un petit blindé de 8 tonnes, assemblé dans une usine qui n'existe plus, par une entreprise dont personne ne se souvient du nom. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ignoriez, laissez un pouce en l'air. Ça aide la chaîne plus que vous ne l'imaginez. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que la France et l'Allemagne réussiront un jour à construire un char ensemble, ou sont-elles condamnées à répéter le même échec tous les 20 ans? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. La prochaine fois, on parle d'un char que Paris et Bonn ont tous les deux refusé de partager, et qui a fini par armer le monde entier.